Bien, bonjour à tous. Je suis désolé de vous avoir dérangé pour une question aussi stupide, puisque qu'est-ce que la masse est une question à laquelle chacun d'entre nous sait répondre. La masse, c'est une notion qui est à la fois mesurable par un nombre, dans une certaine unité, le gramme, le kilogramme. C'est aussi une notion mesurante. Elle mesure quelque chose. Et en général, on dit que la masse mesure la quantité de matière qui est contenue dans un corps. Et une fois qu'on a dit cela, en général, on considère que la messe de la masse est dite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. La masse mesure la quantité de matière contenue dans un corps. Mais à l'examen, cette définition paraît assez imprécise, assez vague. Et ce qui est intéressant dans la physique, c'est que tout au long de son histoire, elle vient revisiter des notions qui, pour elle, sont essentielles, quitte parfois à changer le sens et la signification qu'elle donne à ces notions. Et en l'occurrence, avec la masse, on est relativement bien servi. Le premier qui se soit vraiment intéressé à ce concept de masse, qu'il est presque inventé au sens moderne du terme, c'est Newton. Newton est le premier à faire la distinction entre la masse et le poids. La masse, finalement, c'est une propriété qu'ont les corps massifs qui les connectent à une sollicitation extérieure qui s'appelle la gravitation. Donc le fait d'avoir une masse vous couple au champ de gravitation local, et cela vous conduit à subir une force qu'en général on appelle le poids. Et donc on associe en général la masse, le poids, la gravitation, la pesanteur, etc. Alors que Newton lui-même a remarqué un truc assez étonnant, c'est que le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend pas de sa masse. Donc il y a là quelque chose d'assez surprenant. Et puis il a aussi noté qu'il y avait deux sortes de masses différentes finalement. Il y a la masse qu'on appelle la masse inerte ou la masse inertielle, qui mesure la difficulté qu'il y a à modifier le mouvement d'un corps. Plus un objet est massif, plus il est difficile de le mettre en mouvement s'il est au repos et de l'immobiliser s'il est en mouvement. Donc l'inertie d'un corps est mesurée par sa masse. Mais en même temps, il y a une autre masse qui est précisément la masse grave dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire quand vous mettez une particule dans un champ de pesanteur, elle va tomber en couplant sa masse grave au champ de gravitation. Et il se trouve que quand on choisit bien le système d'unité, la masse inertielle et la masse grave ont la même valeur. Hasard, est-ce qu'il y a une explication? Newton ne tranche pas la question, il note cette égalité sans l'interpréter. La deuxième grande date que vous connaissez et qui va changer le statut de la masse, c'est 1905, où un jeune expert à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle de Berne, qui s'appelle Albert Einstein. Albert Einstein, c'est un nom dont l'anagramme est « rien n'est établi ». Et effectivement, il va changer des choses en montrant qu'un objet massif peut perdre de la masse sans perdre de masse. Je veux dire par là qu'un corps qu'on chauffe, par exemple, un radiateur qui émet de la lumière infrarouge, il émet de la lumière qui est constituée de particules de masse nulle. La lumière n'a pas de masse. Et donc, si l'objet émet des corps sans masse, il ne perd pas de masse. C'est du moins ce qu'on pensait, jusqu'à ce qu'Einstein dise non, s'il perd de l'énergie, même s'il le fait en émettant des particules qui n'ont pas de masse, il perd quand même de la masse. Et ça le conduira à la formule E égale mc2, qui montre finalement que ce qu'on appelle la masse, c'est plutôt la quantité d'énergie contenue dans un corps plutôt que la quantité de matière. Et comme par ailleurs il établit une équivalence entre la matière et l'énergie, on pourrait dire qu'on garde à peu près la définition qu'on jugeait bonne jusqu'alors. Mais il faut comprendre toutes les implications révolutionnaires de cette formule. Par exemple, E égale mc2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites une collision de particules, comme celle qu'on fait au LHC, donc il y a deux faisceaux d'électrons, en l'occurrence c'est des protons, de très haute énergie qui entrent en collision, cette collision va provoquer l'apparition de dizaines, de centaines, voire de milliers de nouvelles particules qui ne préexistaient pas au choc. Donc on n'a pas cassé des particules et observé leurs débris. On a créé un choc d'où émergent de nouvelles particules. Et lorsqu'on calcule la somme des masses de toutes les particules ainsi créées et qu'on la compare aux masses des particules incidentes, on trouve des milliers de fois plus. Autrement dit, à la fin, il y a beaucoup plus de masse qu'au départ. La masse, quoi qu'on en dise dans les écoles,
ne se conserve pas. On crée de la masse par des collisions simplement parce qu'une propriété des particules incidentes, en l'occurrence leur vitesse ou leur énergie, s'est transformée en masse par le biais de l'équation E égale mc2. Il y a une autre implication de cette formule, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la physique newtonienne, l'inertie et la masse, c'est la même chose. L'inertie d'un corps est mesurée par sa masse. Alors, ce qu'explique Einstein, c'est que l'inertie d'un corps, ça n'est plus la masse du corps, c'est son énergie totale divisée par le carré de la vitesse de la lumière. Donc, l'inertie d'un corps, c'est E sur C2. Ça veut dire que si on augmente la vitesse d'un corps, on augmente son énergie totale, puisqu'on augmente son énergie cinétique. Donc, le rapport E sur C2 augmente. Donc, l'inertie du corps augmente. Alors que chez Newton, elle reste égale à la masse. Là, chez Einstein, l'inertie d'un corps augmente quand on augmente la vitesse du corps. Comme l'inertie mesure la difficulté qu'il y a à modifier le mouvement d'un corps, si j'accélère un corps, j'augmente son inertie, et donc je rends encore plus difficile le fait de l'accélérer davantage. Et il y a un moment où il a tellement d'inertie que je ne peux plus l'accélérer. Et donc, cette formule égale mc2, en fait, contient l'idée d'une vitesse limite, c'est-à-dire une vitesse tellement élevée que les corps qui l'atteignent ont une inertie tellement grande qu'ils ne peuvent plus augmenter leur propre vitesse. Et en théorie de la relativité, cette vitesse est la vitesse de la lumière. Troisième conséquence, cette formule E égale mc2, qui est en fait un résumé d'une formule plus grande, prédit l'existence de particules de masse nulle, qui sont impossibles en physique newtonienne. Chez Newton, chez Einstein, les particules peuvent avoir une masse nulle, comme le photon ou d'autres particules que nous avons identifiées aujourd'hui. Donc vous voyez que petit à petit, la masse s'éloigne de la matérialité quand on prend ce mot dans son sens naïf. Le même Einstein va faire une autre évolution en 1907. Plutôt, il a une idée. Il est assis sur son bureau, plutôt sur le tabouret de son bureau à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle. Il rêvasse et il notera dans son autobiographie quelques années plus tard qu'il a eu là l'idée la plus heureuse de sa vie. Et l'idée qu'il a, c'est que quand un corps tombe dans un champ de gravitation, il ne sent pas son propre poids. C'est une idée à la fois tautologique et énigmatique. Tautologique parce que tomber, c'est céder à son propre poids. Donc on ne voit pas très bien où est la découverte. Le poids disparaît du fait qu'on tombe. Mais en même temps, quand on tombe, c'est parce qu'on est soumis au poids. Donc il y a quelque chose de bizarre. Et il y a une légende qui dit que le bonheur théorique des uns se paie du malheur empirique des autres, et qui veut qu'Einstein aurait eu cette idée en voyant un couvreur tomber d'un immeuble de 4 étages. Je pense que cette idée est fausse. Ce qui est vrai, c'est qu'il a interrogé un couvreur qui était tombé de 4 étages et qui s'en était sorti miraculeusement, qui lui avait demandé ses impressions, et le type avait dit « J'ai pas eu le temps de réfléchir à la question, j'avais la fausse. » Mais ce que comprend Einstein là, c'est en fait des choses qu'on aurait pu deviner à partir de la théorie de Newton, à savoir que quand vous tombez, par exemple dans un ascenseur en chute libre, tout ce qui est autour de vous, ou avec vous, votre portefeuille, votre chapeau, votre parapluie, tombe comme vous. Et donc, si vous regardez votre parapluie, qui tombe en même temps que vous, vous voyez qu'en fait, par rapport à vous, il ne tombe pas. Ce qui signifie qu'un mouvement d'accélération peut annuler les effets d'un champ de gravitation. Et donc, il y a une sorte d'équivalence entre l'inertie et la gravitation. Idée qu'Einstein va travailler comme un fou au point de se rendre malade pendant presque une dizaine d'années, et qui va aboutir à une nouvelle théorie de la gravitation qu'on appelle la relativité générale, qu'il va publier en 1915 et qui continue de servir de cadre théorique formel à partir duquel on fait aujourd'hui de la cosmologie. Donc une expérience de pensée assez originale d'Einstein qui lui a fait mettre en relation des concepts que jusqu'alors la physique avait tendance à traiter de façon séparée. Mais si la question de la masse aujourd'hui devient excitante, c'est parce que en physique des particules, donc cette physique qui s'intéresse plutôt aux interactions qui se déroulent dans l'infiniment petit, là où il y a des particules élémentaires, des électrons, des quarks, des neutrinos, des muons, des choses comme ça, d'après nos équations, qui sont contenues dans un formalisme qu'on appelle le modèle standard, d'après nos équations, je ne vais pas entrer dans les détails, mais d'après nos équations, il serait beaucoup plus naturel que les particules n'aient pas de masse.
Alors on pourrait dire cette théorie est stupide, puisqu'il est évident que les particules ont une masse. On la mesure. L'électron a bien une masse. D'ailleurs, on considère que les masses des objets, microscopiques aussi bien que macroscopiques, notre propre masse par exemple, sont des propriétés qui nous sont en quelque sorte intrinsèques. La masse d'un électron, par exemple, c'est quelque chose que l'électron a en lui. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs. L'électron possède sa masse. De même que moi-même, j'ai ma masse qui est la même sur Terre et sur la Lune. Le poids n'est pas le même sur Terre et sur la Lune parce que le champ de gravitation n'est pas le même sur ces deux planètes, mais ma masse, elle est invariante. Mais j'ai ma masse. Alors, plutôt que de dire que la théorie qui dit qu'il serait plus naturel que les particules n'aient pas de masse est fausse, on a préféré, dans les années 70, dire cette théorie est admirable, et c'est peut-être la masse que nous n'avons pas bien comprise. Et peut-être que la masse n'est pas une propriété des objets physiques, mais plutôt quelque chose que nous, observateurs, nous avons l'impression qu'elle possède. Et donc la masse ne serait plus une propriété intrinsèque, mais une propriété qu'on pourrait qualifier de secondaire, ou qui résulte d'un couplage des particules avec leur environnement, l'environnement en l'occurrence étant ce qu'on appelle le vide quantique. Moi, je ne vais pas dire les choses de façon, surtout en 15 minutes, qui est un horaire, je ne sais pas qui l'a inventé, mais je vais essayer de prendre une analogie, même si les analogies en la matière sont dangereuses. Imaginez qu'après ces conférences, il y ait une sorte de cocktail. Lorsque vous marchez, il y en a un ou non, je sais pas. Dommage. Alors, la prochaine fois. Alors, imaginez que vous marchiez dans la rue. Vous marchez dans la rue librement. Vous n'êtes pas en train de discuter. Vous allez à votre pas naturel, c'est-à-dire, j'imagine, quelque chose comme 5 km à l'heure. Vous êtes une particule libre. Bon, ben, en physique, quand une particule est libre et qu'elle n'a pas de masse, elle va à la vitesse de la lumière. Ça veut dire que 5 km/h pour vous, c'est votre vitesse de la lumière, d'une certaine façon. C'est la vitesse que vous avez lorsque vous n'interagissez pas avec l'environnement. Maintenant, à ce fameux cocktail qui n'aura pas lieu, imaginez qu'à un moment donné, vous décidiez de partir, de rentrer chez vous. Et donc, vous allez, avant de partir, saluer, en vous dirigeant vers la sortie, vous allez saluer les amis que vous n'avez pas encore salués, bonjour, etc. Et ces interactions avec ces gens vont vous ralentir. Vous n'allez pas traverser la foule à 5 km/h comme vous le faites lorsque vous êtes une particule libre. Vous allez le faire ça dépend des gens, ça dépend du nombre de gens, ça dépend de la longueur de vos échanges. Vous allez le faire peut-être à 200 mètres par heure, par exemple. D'accord ? Donc ces interactions avec ces gens vont ralentir votre mouvement et donc vous donner ce qu'on appelle de l'inertie et donc de la masse. Donc c'est l'interaction avec ses voisins qui fait que nous avons l'impression qu'un martien qui regarderait votre mouvement depuis la planète Mars, vous verrez aller très vite quand vous êtes tout seul dans la rue et très lentement dans un cocktail. Et il dirait, dans le cocktail, il est drôlement massif. Et donc, voilà l'idée qu'ont eu certains physiciens, notamment un Écossais qui s'appelle Peter Higgs, et puis deux autres qui s'appellent Englert et Booth. Ils ont eu cette idée qu'en fait, la masse n'est pas une propriété des objets, mais une propriété qui dérive de l'interaction des objets avec le vide quantique. Donc ces voisins que vous avez salués dans le cocktail, c'est ce que nous, on appelle des bosons de Higgs. Higgs étant le nom du physicien écossais qui a donné son nom à cette particule. Et ça fait 40 ans qu'on cherche cette particule, on ne l'a jamais vue. Mais on pense qu'avec le LHC qui vient de démarrer, eh bien, il va se montrer s'il existe. S'il n'existe pas, on ne comprend même pas pourquoi la physique des particules fonctionne si bien. Donc on est à peu près sûr qu'il existe. Et j'espère pouvoir, si vous réorganisez cette conférence dans 1 an ou 2 ans, pouvoir vous dire des choses un peu plus intelligentes qu'aujourd'hui sur la masse. Mais en tout cas, si le Higgs existe, ça veut dire qu'il est associé à un champ quantique, c'est-à-dire un truc qui est partout présent dans l'univers. Que le vide, en fait, n'est pas vide, il est confituré par une sorte de champ, de confiture. Et il faut imaginer que les particules ont des espèces de petites cuillères qu'elles trempent dans la confiture. Et plus elles sont couplées à ce champ, plus elles sont massives.
Donc les particules qui n'ont pas de cuillère ont une masse nulle. Par exemple, le photon n'a pas de petite cuillère. Les gluons n'ont pas de petite cuillère. Mais on pense que les autres ont une cuillère d'autant plus longue qu'elles sont massives. Et c'est le couplage avec cette confiture qui leur donne la masse qu'elles ont. Et il faut aussi imaginer que le boson de Higgs est une particule massive et qu'il possède sa propre masse par couplage avec lui-même. Il trempe dans la confiture de son propre champ. Je ne vous fais pas un dessin, mais ce sera ma conclusion. Voilà.